Imaginez, vous ouvrez les yeux et tout est noir. Votre ville entière, Kiev, silencieuse, pas une lueur, pas une goutte d'eau, aucun son mécanique. Le chauffage est mort, la connexion disparue, même la lumière bleue du téléphone vous abandonne. Que faites-vous si ce cauchemar devient réel au réveil? Pour la première fois depuis des années, la capitale ukrainienne s'est figée, privée d'électricité et d'eau. Ce n'est ni une panne classique, ni un caprice du climat. C'est une frappe stratégique, une attaque chirurgicale pour toucher le cœur du pays. Sa capacité à fonctionner, à résister, à survivre sans infrastructure vitale. Cette nuit-là, le choc a été total. Plusieurs centrales majeures visées simultanément anéanties. Aucun secours possible, aucun rétablissement rapide. En quelques heures, la vie urbaine s'est effondrée. Les habitants n'ont pas seulement perdu le confort, ils ont perdu tout repère. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'une grande ville subit une coupure totale d'énergie, mais ce qui différencie Kiev, c'est la combinaison du froid, du blocus et du sentiment d'encerclement. Pensons à New York en 1974. Lors du grand blackout, la ville a sombré dans la panique, les pillages, les incendies criminels. Mais ici à Kiev, il s'agit d'une guerre, d'une attaque délibérée, pas d'un accident ou d'une surcharge. Sans lumière, pas d'eau courante, les stations de pompage à l'arrêt, les frigos silencieux. Plus moyen de travailler, d'étudier, de communiquer. Les ascenseurs figés, les commerces fermés, l'angoisse grandissante dans chaque appartement. La routine explose, la peur s'installe. Mais ce que les médias ne montrent pas, c'est l'impact profond de ce genre d'attaque. Ce n'est pas seulement le réseau électrique qui tombe, c'est le tissu social qui se déchire. Derrière l'obscurité, il y a des vérités cachées, des failles que personne n'expose et qui changent toute la logique de cette guerre. Si l'on ne saisit pas la portée de ces frappes, on sous-estime le risque, un effondrement systémique, une catastrophe humaine qui dépasse les lignes électriques. Ce n'est plus seulement un problème technique, mais un danger existentiel pour tout le pays. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir sur cette nuit fatidique et décortiquer comment une capitale tente de survivre, coupée du monde en pleine guerre. Mais comment une telle attaque est-elle possible? Et que se passe-t-il concrètement, minute après minute, lorsque la lumière s'éteint partout? Ce n'est pas qu'une question de lumière ou de confort. Quand l'électricité s'arrête, c'est le cœur d'un pays qui cesse de battre. En Ukraine, l'énergie n'est pas simplement un service, c'est la colonne vertébrale de toute la société. Sans elle, il n'y a plus de soins dans les hôpitaux, plus de réfrigération pour les aliments, plus d'usines, plus de services publics. Chaque facette de la vie moderne, sécurité, santé, communication, accès à l'eau, dépend de ce flux invisible. Hier, une attaque d'une violence inédite a frappé l'Ukraine. Plus de 21 missiles et plus de 100 drones ont été lancés en même temps sur plusieurs régions. 3 centrales électriques vitales ont été touchées, plongeant des zones entières dans le noir. Pour la première fois depuis des mois, Kiev s'est retrouvé privé d'électricité et d'eau. Aucun chauffage, aucune lumière, aucun transport. Ce n'est pas du sabotage ordinaire. C'est une stratégie froide, méthodique, conçue pour affaiblir l'État ukrainien sur le long terme. Quand l'électricité tombe, tout s'arrête donc. La défense devient impuissante, l'économie se fige, la vie sociale disparaît. C'est une arme invisible, mais d'une efficacité redoutable. Pourquoi viser l'énergie? Parce que priver un pays de courant, c'est lui arracher sa capacité de résister. Sans électricité, il n'y a plus de production, plus de services, plus d'illusions de normalité. La population est plongée dans l'angoisse et la précarité. Les autorités ukrainiennes n'étaient pas totalement prises au dépourvu. Elles avaient mis en place des réserves d'urgence, réparti les ressources, tenté de renforcer la protection des sites stratégiques. Mais leurs moyens étaient trop limités pour absorber un choc de cette ampleur. Même les préparatifs les plus sérieux n'ont pas suffi face à la violence de l'attaque. La précision de la frappe était glaçante. Les missiles et les drones sont arrivés par vagues successives, saturant la défense anti-aérienne. Impossible de tout stopper. Chaque salve ouvrait de nouvelles brèches, ne laissant aucun répit aux défenseurs. Les installations énergétiques ont été frappées là où elles étaient les plus vulnérables, au pire moment possible. Pour donner un exemple, lors des bombardements alliés sur l'Allemagne nazie en 1943, la destruction des barrages et centrales électriques a paralysé les usines d'armement. Mais la différence ici, c'est la rapidité et la précision des armes modernes. En une seule nuit, plusieurs sites essentiels ont été mis hors service. Ignorer la question de la résilience énergétique, c'est exposer tout un pays à l'effondrement. Ce qui s'est joué en Ukraine dépasse de loin une simple panne de courant. C'est la preuve brutale que, dans la guerre moderne, l'énergie est devenue le champ de bataille crucial. Mais l'impact ne s'arrête pas à la simple obscurité. Quand l'énergie devient une arme, c'est la survie même de la société qui vacille.
Derrière chaque blackout, il existe une logique de guerre bien plus profonde que ce que laissent entendre les communiqués officiels. Quand une capitale entière bascule dans l'obscurité, il ne s'agit jamais d'un simple aléa technique, c'est le symptôme d'une stratégie soigneusement élaborée. Pour comprendre pourquoi la défense ukrainienne a plié, il faut s'aventurer au-delà des apparences. Première erreur, croire qu'en dispersant les infrastructures, on pouvait déjouer une frappe massive. Multiplier les sites énergétiques devait, en théorie, limiter les dégâts. Mais la Russie a frappé tous les points vitaux en même temps, coordonnant missiles et drones comme un seul point lancé sur tout le territoire. C'est cette synchronisation parfaite qui a rendu toute tentative de défense presque vaine. Les attaques arrivaient en salve, saturant les défenses anti-aériennes et forçant les opérateurs à choisir entre l'impossible et le pire. Au cœur de la nuit, des dizaines de missiles hypersoniques, balistiques et de croisière, accompagnés de plus d'une centaine de drones, ont visé les principaux nœuds énergétiques. Les chiffres sont accablants. Selon des estimations non officielles, près de la moitié des projectiles auraient atteint leur cible. Cela signifie des dizaines de centrales et de sous-stations touchées, parfois anéanties. À chaque vague, ce sont des milliers de foyers soudain privés de chauffage, d'eau, de lumière. Mais pourquoi le système s'est-il effondré aussi vite ? La réponse est à la fois stratégique et économique. Depuis le début du conflit, l'État ukrainien consacre la quasi-totalité de ses ressources à l'armée. Le secteur énergétique, lui, reste sous-financé, vieillissant, incapable de renouveler ses équipements ou de se doter de solutions alternatives. Chaque attaque creuse un peu plus les faiblesses accumulées. Réparer coûte chaque fois davantage, prend plus de temps et expose les équipes à de nouveaux dangers. L'aide occidentale, cruciale pour maintenir le système debout, arrive souvent avec des semaines de retard. Entre les besoins urgents et la livraison des pièces ou des générateurs, l'écart se creuse, laissant les infrastructures démunies face à la prochaine salve. Ce décalage nourrit un cycle implacable. À chaque attaque, la capacité de récupération s'amenuise. Ce n'est pas seulement une succession de destructions, mais un effritement lent du système entier. Chaque remise en service est menacée par la vague suivante. L'idée même de résilience s'effondre, brisée par la répétition et la fatigue collective. Faute d'avoir anticipé la stratégie adverse, chaque réparation semble vouée à l'échec. Tant que la défense anti-aérienne ne peut intercepter qu'une partie des missiles et des drones, il suffit d'une fraction pour désorganiser l'ensemble du pays. Le blackout n'est plus l'exception, il devient la règle et c'est exactement ce que l'ennemi souhaite. Derrière chaque extinction de lumière se cache une crise plus vaste. C'est la vie quotidienne, l'économie, la stabilité politique qui vacillent. Mais pour la population, le choc réel ne fait que commencer. L'obscurité n'est que le premier acte d'une bataille pour la survie. Pour mesurer l'ampleur réelle de l'impact, il faut descendre dans la vie quotidienne des habitants. Que devient une ville moderne lorsque toute son énergie disparaît soudainement ? Ce n'est pas la guerre des tranchées, c'est la guerre menée dans les appartements, les hôpitaux et les rues gelées. Lorsque l'électricité s'évanouit, tout bascule. Les logements deviennent des chambres froides, l'eau chaude cesse de couler, la nourriture pourrit, et chaque nuit sans lumière fait grandir l'angoisse. Prenons un exemple concret. Dans un hôpital de Kiev, les générateurs de secours ne tiennent que quelques heures. Les chirurgies programmées sont annulées, les patients sous assistance respiratoire transférés dans des ambulances ou des sous-sols. Les médecins travaillent à la lumière de lampes frontales, improvisant des protocoles de soins d'urgence. La moindre erreur peut coûter une vie. Les réfrigérateurs sont vides, les téléphones restent morts, chaque geste du quotidien devient un défi. L'obscurité et le froid s'installent, la peur circule dans les couloirs, et le silence pèse, plus lourd chaque soir. Mais ce n'est que le début. Rapidement, la crise humanitaire se transforme en catastrophe imminente. Sans chauffage ni eau courante, les maladies se propagent. Les hôpitaux, paralysés par le manque de courant, ne peuvent de plus sauver. Les files pour un peu d'aide s'allongent, la panique s'empare des foules. Dans les écoles, les cours sont suspendus. Les enfants restent à la maison, grelottant, incapables de suivre l'enseignement à distance faute d'Internet. Les enseignants s'efforcent de garder le contact, distribuant des devoirs sur papier, organisant des rencontres dans des abris chauffés quand cela est possible. Certains dénoncent le gouvernement, réclament des comptes ou rêvent de fuir. L'exode intérieur s'accélère, des familles cherchent asile, les enfants grelottent sous des couvertures trop fines. L'hiver devient un ennemi invisible. Dans les usines, tout s'arrête. Les chaînes de production se figent, les ouvriers restent cloîtrés chez eux, et le chômage explose. L'État, asphyxié, voit ses recettes fondre. Moins d'impôts,
Plus de dépenses d'urgence et un budget qui se vide jour après jour. Les commerces ferment, les transports s'immobilisent, l'économie s'effondre comme une rangée de dominos. Chacun cherche à survivre, chaque jour ressemble à une épreuve supplémentaire. Même quand une réparation ramène la lumière, la joie est brève. Quelques heures plus tard, une nouvelle frappe anéantit tout. C'est un cercle vicieux, un cycle infernal où chaque espoir renaissant est aussitôt brisé. L'épuisement gagne, la lassitude s'infiltre, la colère monte contre ceux censés protéger. La confiance dans le pouvoir vacille. La population, exténuée par le froid et la peur, se demande si résister en vaut encore la peine. Les voix qui réclament une trêve, un compromis ou même une reddition s'amplifient. Le moral national s'effondre, rongé par les privations et l'incertitude quotidienne. À l'étranger, les alliés observent, inquiets. Jusqu'où pourront-ils soutenir sans limite ? L'image d'une Ukraine résiliente se fissure, les doutes s'installent, l'idée d'un appui inconditionnel vacille, tandis que la lassitude gagne aussi les opinions publiques occidentales. Désormais, l'enjeu dépasse une bataille ou une ville. Il s'agit de la survie individuelle et collective. Quand l'État ne tient plus qu'à un fil, ce sont les fondations du pays tout entier qui menacent beau de s'effondrer. Mais cette guerre de l'ombre ne se livre pas seulement sur le terrain, elle se joue aussi dans les esprits. Comment un pays peut-il tenir lorsque tout vacille autour de lui ? Quand l'ennemi frappe sans visage et que l'arme, c'est le froid, à quoi s'accrocher ? Ici, la guerre ne se joue pas dans la boue des tranchées, mais au cœur des réseaux électriques et des chaudières soudain muettes. La population, elle, demeure suspendue entre angoisse, endurance et lassitude. L'Ukraine se retrouve acculée face à 3 options, toutes risquées. Continuer à tenir, stoïque malgré les coupures et le gel, entamer des pourparlers avec un adversaire qui compte sur l'épuisement, ou espérer un réveil rapide de l'aide occidentale, capable de réparer l'irréparable. 3 chemins, un même piège, la pression sur la société ne cesse de croître. Côté russe, la stratégie ne laisse guère de place au doute, user l'ennemi jusqu'à l'effondrement. L'arme, ce n'est pas la bombe, mais l'asphyxie lente de l'économie et du moral. Chaque missile vise bien plus qu'un transformateur. Il cherche à éteindre l'espoir de millions de civils. Dans ce contexte, chaque réparation prend des allures d'actes héroïques. Rebâtir avec si peu sous la menace constante de nouvelles frappes, c'est tenter de relever tout un pays à main nue. Pourtant, la capacité à improviser, à absorber les coups, reste la seule ligne de survie. Mais réparer ne suffit plus. Il faut repenser l'ensemble de la stratégie énergétique. Diversifier les sources d'approvisionnement, protéger les réseaux, inventer de nouveaux modes de communication avec la population. Tenir l'hiver, ce n'est pas seulement rallumer la lumière, c'est préserver la confiance collective, même quand la peur s'infiltre partout. Pour illustrer l'importance d'une telle transformation, rappelons l'exemple du Japon après le tsunami de 2011. Après la destruction de Fukushima, le pays a radicalement modifié ses protocoles de sécurité, investi dans les énergies renouvelables, créé des stocks de batteries et de générateurs mobiles. Cette résilience collective a permis de surmonter des coupures massives et de renforcer la cohésion nationale. Pour nous, loin du front, l'avertissement est limpide. Nos sociétés hyperconnectées reposent sur des systèmes critiques, fragiles, souvent invisibles. Croire qu'un simple interrupteur peut précipiter un pays dans le chaos n'est plus un scénario de science-fiction, mais la réalité géopolitique du XXIe siècle. C'est là que tout bascule. Prendre conscience de cette vulnérabilité ou la nier. Réaliser que la survie, la sécurité, l'avenir même d'une nation peuvent tenir à un réseau d'électricité. Ce qui paraît lointain aujourd'hui pourrait devenir notre quotidien demain. Au bout du compte, comment faire face ? Par la préparation, la solidarité, une réflexion sur nos choix énergétiques et politiques, mais surtout par la lucidité. Ce combat ne concerne pas que les gouvernements. Chaque citoyen, par ses actes et sa compréhension, peut renforcer la résilience de son pays. Voici quelques mesures concrètes que chaque société peut envisager pour renforcer sa résilience face à de telles menaces. Premièrement, développer des stocks d'urgence d'eau potable, de nourriture non périssable et de moyens de chauffage d'appoint comme des poêles à bois ou des couvertures thermiques. Lors de la tempête Xynthia en France, de nombreuses communes rurales ont survécu grâce à des stocks communautaires et des réseaux d'entraide. Deuxièmement, encourager l'installation de panneaux solaires, de petites éoliennes ou de groupes électrogènes dans les quartiers et les immeubles. L'Allemagne, après la catastrophe de Fukushima, a accéléré sa transition énergétique, réduisant ainsi sa dépendance à toute source unique. Troisièmement, renforcer la formation de la population à la gestion de crise. Organiser des exercices de coupure générale,
informer sur les gestes à adopter en cas d'urgence et créer des groupes de solidarité de voisinage. En Suède, chaque citoyen reçoit un guide de survie rédigé par le gouvernement expliquant comment s'organiser en cas de crise prolongée. Quatrièmement, investir dans la protection physique et cybernétique des infrastructures critiques. Les attaques numériques peuvent précéder les frappes physiques. L'Estonie, victime d'une cyberattaque massive en 2007, a depuis renforcé tous ses réseaux, devenant un modèle mondial de cybersécurité. Cinquièmement, instaurer une culture de la solidarité et de l'entraide. Dans les villages ukrainiens touchés par la guerre, des comités de quartier se relaient pour distribuer vivres et informations. Cette cohésion sociale est le premier rempart contre le chaos. Mais la résilience a ses limites, et l'hiver ne fait que commencer. Jusqu'où la société ukrainienne pourra-t-elle tenir avant la rupture? Et vous, seriez-vous prêt à survivre à une telle rupture? Imaginez-vous du jour au lendemain privé d'électricité, d'eau, de chauffage. Une ville entière plongée dans le silence où chaque geste banal devient une épreuve. Tant que tout fonctionne, cette menace paraît abstraite, presque lointaine. Mais pour des millions d'Ukrainiens, la nuit noire est devenue une réalité. Ici, il ne s'agit pas d'une simple panne, mais d'un basculement total. Quand l'infrastructure énergétique s'effondre, la société chancelle. Les hôpitaux se vident, les écoles ferment, les entreprises s'arrêtent. La peur s'installe à chaque étage, dans chaque famille. Ce n'est pas seulement le courant qui disparaît, mais la confiance, la routine, l'équilibre même de la vie quotidienne. Ce qui se joue là-bas, ce n'est pas le sort isolé d'un pays lointain, mais l'exposition brutale de la fragilité de toute société moderne. Nous aimons croire que la guerre ne nous concerne pas, que notre confort est assuré. Pourtant, il repose sur des réseaux invisibles, interconnectés, vulnérables. Fermer les yeux, c'est prendre le risque de tomber sans filet. Avez-vous déjà mesuré à quel point votre vie dépend de l'électricité, de l'eau courante, d'Internet? Savez-vous comment réagir si tout s'interrompait, ne serait-ce que quelques jours? Quel lien, quelle solidarité naîtrait dans votre quartier, votre immeuble? Ces interrogations prennent aujourd'hui un visage bien réel. Pour illustrer, lors de la tempête de verglas de 1998 au Québec, des milliers de familles ont survécu plusieurs semaines sans électricité, grâce à la solidarité, la débrouillardise et l'aide des autorités. Mais tous n'étaient pas préparés, et les plus vulnérables ont payé un lourd tribut. Alors, avant de croire que cela n'arrive qu'aux autres, posez-vous cette question. Jusqu'où pourrions-nous tenir? Serions-nous capables de résilience, d'adaptation? Ou notre société, aussi avancée soit-elle, vacillerait-elle à la première grande panne? À travers la tragédie ukrainienne, c'est notre propre vulnérabilité qui se révèle, sans phare. En partageant vos réflexions, ici ou autour de vous, vous alimentez déjà une prise de conscience collective. Car la guerre moderne ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais dans les réseaux, l'énergie et la capacité des sociétés à tenir face à la rupture. En somme, la nuit noire de Kiev nous rappelle que la lumière, la chaleur, l'eau et la connexion sont des biens fragiles à protéger collectivement. L'histoire retiendra que la résilience n'est pas un slogan, mais une construction patiente, faite de préparation, de solidarité et de lucidité. Restons vigilants pour que jamais la nuit ne tombe sur nos sociétés sans que nous soyons prêts à la traverser ensemble.